des choses porteuses d'espoir. Et j'aimerais juste, vous avez vu Antoine Brett ici avec la physique, son exposé est disponible avec plus de détails dans ce livre qui est disponible en bas, et plein d'autres choses dans ce livre. D'ailleurs, Nicolas Rey a parlé de Dominique Rosser, qui est un spécialiste aussi de la justice climatique, et un exposé aussi en français ici dans ce petit livre, et plein d'autres choses, exemples, comme David et Roger ont parlé, des exemples pratiques aussi en lien avec l'agriculture ou le travail des démunis dans les pays du Sud. Et également aussi le lien avec la théologie, aussi, de revisiter notre théologie, de voir que c'est pas que la terre ne va pas être détruite et on n'a pas besoin de se faire souci, Dieu va tout créer, Dieu prend tout dans sa main. On a une responsabilité et on a aussi, c'est aussi un Dieu d'espérance, mais il veut nous rendre aussi participants, nous mettre face à nos responsabilités, mais sans perdre aussi notre espérance et notre joie. Voilà, aussi donc petit apport théologique de différentes traditions aussi chrétiennes. Alors, c'est Évangile et changement climatique. Donc, il y en a plusieurs. Voilà. Je vais commencer, parce que sinon, je vais aussi exploser le temps. Bulle de savon fragile. L'épaisseur de cette couche de la bulle de savon correspond à l'épaisseur de notre atmosphère, ou disons la fine couche de l'atmosphère, pas l'atmosphère complète avec les hautes couches, mais simplement celle où on peut se balader jusqu'à nos plus hautes montagnes, de 4000 à 8000 mètres. Eh bien, le rapport de cette distance, cette petite couche de cette bulle de savon, c'est l'atmosphère où nous vivons. Et elle est étonnamment robuste, mais étonnamment aussi fragile. La première fois qu'on a vu cette image-là, eh bien, c'était il n'y a même pas 50 ans. C'était la mission Apollo en 72. Et puis, je pense que ça vaut la peine de voir. Maintenant, elle est un peu banale, mais on l'appelait la Bible bleue. Et il y a quelque chose de merveilleux. Et cette planète-là, elle est perdue au milieu d'un univers gigantesque. C'est notre vaisseau spatial. Peut-être en prendre soin. Le cycle du carbone, je dis le cycle du carbone, mais c'est les cycles du carbone. Il y a 36 000 cycles dedans, des petits, des rapides, des très lents, et ils sont tous interconnectés, on peut se permettre des choses, on peut brûler du bois, on se nourrit. En fait, le carbone, c'est la brique du vivant. On est tous formés de carbone. Ce carbone, il est partout, c'est la brique de base de toutes les molécules de la vie. Et ce carbone s'échange, il danse en fait sur cette terre. Il danse, il va dans les airs, il va dans la terre. Les arbres, on utilise la photosynthèse pour l'énergie des arbres et pour pouvoir puiser le carbone du sol. Et après, les arbres nous redonnent de l'oxygène pour vivre. Il y a des cycles courts, les cycles du milieu. Il y a des cycles journaliers. Les plantes respirent aussi, avec un cycle journalier. La terre aussi respire au niveau saisonnier, avec toutes les notions d'agriculture aussi que l'on a vues. Et aussi la planète respire, a aussi des très longs cycles. Certaines plantes ont bien sûr été enfouies dans le sol avant les dernières glaciations, et un cycle de 100 000 ans, et ont été enfouies profondément dans le sol. Ces fossiles, que l'on appelle maintenant énergie fossile. Et en l'espace de moins de 2 siècles. Dans l'espace de moins de 2 siècles, on a ajouté ceci. Ce n'est pas que c'était interdit, mais on a une boulimie incroyable où on a sorti déjà du charbon, les conditions de travail n'étaient déjà pas roses, on a sorti du gaz, du pétrole, et on a déstabilisé tout ce cycle. On a aussi l'océan qui est un grand ami, l'océan qui absorbe ce CO2. Mais aussi toujours à double sens. Ces cycles sont souvent toujours échange, donnant, recevoir et donner. Ce que je voulais montrer là, c'est surtout ces échelles de temps. On déstabilise des choses qui ont un certain cycle. Bien sûr qu'on peut utiliser, bien sûr qu'on peut brûler, mais est-ce qu'on a besoin de brûler autant? Quelle est notre empreinte? Avec les calculs pour regarder, pour rester...
Pour rester raisonnable, hein, disons, si on parle des 2 degrés, de la cour de Paris et autres, c'est grosso modo, si on compte 7 milliards d'habitants sur la Terre, on a droit à 2 tonnes de CO2 par habitant par an. Ça correspond à quoi? Les pays, voilà, États-Unis, on est à 20 tonnes, 10 fois plus que cette zone. En Suisse, on a 13. L'Europe, disons, l'Europe entre 10 et 13. La moyenne mondiale, c'est à 4 tonnes. On est déjà le double de ce que la Terre peut absorber, disons, de notre part. Il faut tenir ce petit 2 tonnes. 2 tonnes CO2, 2 tonnes de CO2 équivalent. Équivalent, c'est pour tenir compte. Antoine a parlé de gaz, du méthane et d'autres gaz. Donc, c'est pour travailler qu'avec un seul gaz. On fait un petit équilibre pour parler de CO2 équivalent. Mais si je parle que de CO2, en général, ça sous-entend toujours CO2 équivalent. C'est une analogie simplement. Je ne vais pas rentrer en détail, mais on parle aussi de l'empreinte écologique. On dit qu'on a, voilà, en Suisse, on a dépassé déjà. Il nous faudrait 3 planètes comme on a pour notre trait de vie. Dans Australie, États-Unis, 5 planètes. Donc on a déjà dépassé. On dit que le monde a déjà déplacé son trait de vie au printemps. Ou l'été. Enfin, c'est juste pour l'analogie, parce que l'empreinte climat écologique, elle tient compte d'une surface territoriale et de la photosynthèse. Donc c'est juste un indice qui ne tient pas compte de tout, mais qui est assez global. Alors que l'empreinte carbone, on ne sait que sur l'aspect carbone, CO2. Juste une analogie. Prenons l'exemple, l'Europe, ici c'est la France. Dans 20 ans, là, on est passé de 9 tonnes à 10 tonnes de CO2 par habitant par an. C'est toujours comme ça. Je vais essayer de prendre cette analogie parce que par habitant, par an, ça peut une notion qu'on peut un peu assimiler. Et puis les 5 domaines, les grands énergivores, c'est l'alimentation. Alimentation et consommation de tous nos appareils électriques, de nos gadgets, de tout ce qui est l'énergie grise, toute la fabrication de ce que l'on vit d'acheter, de ce que l'on veut changer, de ce que l'on veut de nouveau. Transport, mobilité, aussi un gouffre, simplement l'avion, la voiture, tous nos transports. Comment organiser les transports? Services publics, pour faire fonctionner la société, et le logement. Logement, c'est peut-être, c'est aussi là où je suis un peu plus maintenant travaillant. Il y a un aspect réjouissant parce qu'à l'espace d'une génération, on arrive à faire beaucoup d'améliorations, disons, le logement. Je dirais le gros défi, c'est la consommation, notre désir de vouloir toujours plus, et la transport-mobilité où il y a de gros défis. On reprend le même tableau. On prend des exemples pratiques. Exemple pratique, vol Genève-New York aller-retour, c'est cette fameuse limite, 2 tonnes. On aurait déjà notre quota en simplement un vol aller-retour à New York. Trajet pour aller au sud de la France, depuis la région lémanique, aller-retour, 1000 km. En voiture, ça ferait 250 kg de CO2 équivalent, environ. Je ne sais jamais des chiffres super précis, mais c'est l'ordre de grandeur. En train, c'est 50 kg de CO2 par personne. Donc on voit que si une voiture, on voit que le train c'est avantageux si on est seul, mais que si on est ensemble, si on peut remplir une voiture, la voiture elle a déjà du sens. Mais de rouler seul ou à 2 dans une voiture, c'est plus tellement économique. Maintenant la voiture, si on utilise la voiture, 30 km chaque jour pour aller travailler. Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, c'est déjà plus que ça, aller-retour. On est déjà à ces 2 tonnes de CO2 équivalent. Action pour réduire l'empreinte. Là, je vais donner un peu des banalités, excusez-moi, mais consommer durable, éthique, local, repenser notre mobilité, transport public, vélo, à pied arrêter l'avion. Oui. Je peux le dire, c'est vrai que je m'ai intéressé à prendre l'avion, mais plus il y a quelques années, je l'ai pris énormément. Dans un grand avion, j'étais même seul pour de l'humanitaire. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre? Logement isolé, panneaux solaires, thermiques, photovoltaïques. Diminuer ma consommation d'énergie dans ce que j'achète, dans ce que je consomme et dans ce que je mange. Et puis la viande, c'est aussi énergivore. C'est beaucoup d'eau, beaucoup de CO2. Ça implique des cultures, de l'agriculture pour nourrir les animaux, ainsi de suite. Pas forcément devenir végétarien, mais de rendre compte que quand on mange de la viande, c'est du vivant qui a été sacrifié et qu'il y a peut-être une notion de respect et de fête. D'ailleurs aussi, dans nos traditions, quand on mangeait de la viande, c'est parce qu'il y avait quelque chose à célébrer.
On sacrifie le veau gras parce que le fils prodigue est de retour et on veut faire la fête. Soutenir les actions politiques qui s'engagent drastiquement en faveur d'une diminution de CO2. Et puis prendre soin de la maison commune. C'est la définition de base de l'économie, c'est prendre soin de la maison, de manière économique, de manière sensée. Et aussi compenser pour ce qui peut être réduit. Alors là, ici, c'est un peu tendancieux. Alors j'aimerais, compensation de CO2, on dit, oh là, on a tout pu réduire, puis on pourra encore compenser, essayer de soutenir des projets qui peuvent absorber du CO2. Et c'était des bons exemples, ce qu'on a vu de l'agroécologie, les fours solaires, la reforestation. Tout ça, c'est des actions qui permettent de fournir une certaine... je vais vous parler. Mais avant tout, qu'est-ce que la compensation? C'est avant tout déjà de connaître son empreinte, cet impact en fait, que j'ai montré juste avant, de voir que ce n'est pas anonyme. Et puis que ce n'est pas si simple déjà de réduire notre action. Mais avant tout, la compensation, c'est pour soutenir des projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, pas seulement pour absorber du CO2, mais ça soutenant des projets, ça permet de valoriser, de permettre aussi de valoriser des projets sur place et d'offrir une capacité de résilience lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des sécheresses, lorsqu'il y a des conditions difficiles dans les pays du Sud. Eh bien, on peut mettre en place une structure. Et c'est comme ça qu'il faut voir la compensation du CO2, comme une moyen de soutenir, et non pas pour se donner bonne conscience. De toute façon, je n'arriverai pas à réduire, alors je vais soutenir un projet, comme ça c'est bon. Et puis, ce n'est pas un droit de rachat ou une nouvelle indulgence, comme on l'a tellement mis dans notre société. Et puis d'ailleurs, c'est ridicule. 2 tonnes, ces fameuses 2 tonnes, c'est 50 francs. C'est le coût, finalement, de ce qui s'échange, le CO2. Alors là, je suis en train de critiquer un peu la compensation de carbone, mais c'est quelque chose aussi qu'on veut soutenir avec Arocha. Alors c'est un peu ambigu, mais c'est pour montrer qu'avant tout, la compensation de carbone, c'est un acte d'amour. C'est pour soutenir des projets valables sur le terrain du Sud. Pas juste planter n'importe comment des arbres, quelque part, mais des projets intégrés dans le Sud pour offrir une capacité d'adaptation au changement climatique, en même temps que ça atténue aussi. On leur évite de faire les mêmes erreurs que nous en fournissant des systèmes d'énergie renouvelable, d'éviter qu'ils doivent utiliser le même nombre d'énergie fossile que nous, ce qui est d'ailleurs ce qui sera terrible. Donc, de offrir le plus possible pour éviter les mêmes erreurs que nous. Et en même temps, une capacité de résilience pour permettre que ces déplacés aussi à terre puissent faire face aux conditions, même qu'on sait qu'on va en devant de grandes catastrophes. L'espoir n'est pas perdu. Les mythes de l'économie. La croissance infinie dans un monde fini, qui est aussi une aberration. Et souvent, c'est ce fameux découplage. Il y a toujours chez les économistes cet espoir qu'on peut découpler la croissance économique avec les émissions de gaz à effet de serre. Alors effectivement, on dit toujours « Ah oui, mais avec les nouvelles technologies, on va consommer moins et tout et tout. » Oui, effectivement, on consomme un peu moins. Un découplage relatif, on peut l'observer, mais un découplage absolu, c'est non. On voit toujours, même si on améliore, on voit toujours que l'émission elle est positive. Donc c'est un peu des mythes qui circulent. Et le piège, d'ailleurs induit par le découplage, c'est l'effet rebond. J'ai pu économiser super là, avec mon appartement, et puis finalement aussi ma nouvelle voiture et tout. Donc je peux me permettre de partir en vacances finalement. J'ai les moyens pour partir en avion ou aller... Voilà, donc c'est cet effet, et il est partout aussi. C'est vous aussi, vous avez vos économies, vous avez vos limites financières. Et puis si vous pouvez économiser, c'est peut-être bien de pouvoir offrir à la famille un peu d'espace aussi, un peu de ressourcement. Mais pensons à cet effet rebond. Alors ici, on a parlé beaucoup de choses aussi individuelles, mais j'aimerais voir ce triangle aussi. Il y a l'individu, il y a nos actions personnelles, il y a les actions du politique, il y a les actions de l'économie, et aussi les actions citoyennes. Et tout ceci, finalement, on ne peut pas pointer l'un ou l'autre. Tout est interconnecté. Alors, vers une économie permacirculaire. Alors là, je me suis inspiré du livre de Dominique Bourg et Christian Hansberger. Mais c'est, par exemple, l'économie verte. On est au niveau moindre. C'est ce qui met en valeur un peu cet effet rebond. On va pouvoir développer de nouvelles techniques, mais finalement, on se fait piéger par ces effets rebonds. On n'a pas de changement finalement intérieur qui nous guide quelque part. Alors, ce que tout le monde maintenant beaucoup travaille, c'est sur l'économie circulaire,
qui est les fameux 5 R, réduire, réparer, réutiliser, refabriquer, recycler. Donc le but, c'est de diminuer les ressources, d'avoir de moins en moins de ressources parce qu'on les utilise, on les recycle, et de diminuer aussi ces déchets. C'est un schéma économique que beaucoup essayent de mettre en œuvre, mais ça peut apparaître aussi aride ou froid. Et c'est là où la notion de permaculture vient aussi, le perma qui vient de permaculture. D'ailleurs, Roger en a très peu parlé, mais permaculture, que veut dire si ce n'est culture permanente pour prendre soin du vivant, avec le vivant, pour être soi-même vivant. Donc, d'appliquer ceci aussi à l'économie, eh bien, ça nous amène aussi à une écologie intégrale, mais ça nous met aussi face à nos responsabilités de pouvoir vivre aussi avec moins, de pouvoir être heureux avec moins. Vivre d'une certaine frugalité aussi. D'ailleurs, paraît-il, le mot frugal, frugality en anglais, c'est un très beau, il a une consonance très, très profonde, très forte, qui va au-devant. Qu'est-ce qu'on aspire vraiment au fond de nous-mêmes? Voilà, je voulais parler de ce livre-là, qui je vous le conseille. Je commence de le lire. Prospérité sans croissance, est-ce que c'est possible? Tim Jackson est un économiste. Il a été mandaté par le gouvernement britannique une dizaine d'années. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui plane, c'est un économiste qui a les pieds sur terre. Et puis, c'est quand il y a eu la crise en 2008-2009, et du coup, son livre, son rapport, qui a précédé son livre, est un peu tombé dans l'oubli. Mais ces 7 dernières années, il a pu revisiter, voir que toutes ces propositions étaient valides. Et il y a la 2e édition qui vient de sortir ces dernières semaines. Et puis ça donne les clés. En commençant de le lire, je me dis, si vous avez envie de comprendre les mécanismes de l'économie et en même temps avoir une espérance pour la suite et en voir ces mécanismes, c'est un livre à conseiller. Et prospérité est définie dans le sens de nous épanouir, de cette joie de vivre et aussi de prendre soin les uns les autres. Prospérité déconnectée de l'aspect du gain. Prospérité au sens du vivant. En Suisse, beaucoup de choses se passent aussi. Il y a l'Alliance climatique suisse, donc on est combien là? 60, 70 organisations de différentes tendances, qui agissent au niveau, faire pression aussi au niveau politique, au niveau de différentes initiatives. Aussi, il y a une marche pour le climat qui va s'organiser à Genève, comme il y a 3 ans suite à la COP21. Des organisations en faveur aussi qui travaillent dans la nature, aussi avec aussi des organisations comme Arusha, aussi avec une couleur plus théologique et chrétienne. Donc tout ceci fait ce micro. En fait, c'est un peu une biodiversité, mais au niveau associatif. Et il y a une certaine aussi richesse dans cela. On n'est pas forcément tous d'accord, mais il y a un certain bon sens, un certain Les conversations carbone, finalement, pourquoi on n'arrive pas à réduire? Qu'est-ce qui nous tracasse? Je voulais dire, souvent ça nous confronte à des choses qu'on ne veut pas penser. Mais finalement, oui, on a ce besoin-là, on a besoin d'acheter ça. Qu'est-ce qui nous pousse à devoir toujours à rester finalement sur nos rails dans lesquels nous sommes? Et puis de pouvoir en parler, ça permet aussi d'échanger. Et ça, c'est initié donc par les artisans de la tradition. Et je suis super heureux de voir Jacques Mirenovski, qui est ici même, représentant des artisans de la tradition et aussi créateur de la revue d'Érable, qui est aussi une source d'inspiration. Je ne savais pas qui venait, donc je n'ai pas mis le slide pour lui. Les toutes petites choses ont une importance. Juste une suite de banalités que j'ai vues dans la revue d'Érable. Maintenant, je dois citer un peu mes sources, s'il est là. Simplement mieux vivre. Abondance de temps plutôt que de biens. La qualité par modération. Optimum au lieu de maximum. Moins c'est plus. Et vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Sobriété heureuse et volontaire. Mais surtout aller à l'essence du ciel. Et l'être humain est un microcosme. Nous sommes verticales, en fait, les pieds posés sur terre, ancrés sur terre, avec une assise, et la tête, pas dans les nuages, mais connectée en haut, pour voir les autres, pour interagir les uns les autres. Nous sommes des méditants, nous sommes connectés aussi au divin, au ce mystère qui nous dépasse, mais aussi pour agir
pour agir avec nos frères et sœurs dans cette horizontalité, de pouvoir militer aussi pour quelque chose de plus. Et finalement, si le Christ nous appelle aussi à le suivre, c'est bien pour ça, d'être relié à la source qui nous vient d'en haut, mais qui nous vient aussi de la terre, d'être vertical dans notre relation, mais aussi agir horizontalement. Ne pas l'oublier. Et c'est ce qu'on appelle aussi cette conversion intégrale, intérieure et écologique. Donc il prend aussi de creuser finalement qu'est-ce qui travaille en nous. Quel est nos désirs? Alors on dit souvent, l'homme, si les orthodoxes le disent beaucoup, le désir profond de l'homme, c'est un désir de Dieu qu'on ne peut pas assouvir. Donc ce désir de consommation, il vient de quelque chose qu'on ne peut pas assouvir, si ce n'est d'aller à la source. J'aimerais mettre la parole à... Des réunions et des conférences internationales peuvent jouer un rôle utile dans l'éveil de notre conscience, mais ce dont nous avons besoin, à un niveau bien plus profond, c'est un baptême de larmes. Ce n'est pas simplement des larmes d'apitoiement, mais des larmes de voir que tout cela nous dépasse, de voir notre faiblesse, de voir notre fragilité. Nous-mêmes, nous sommes finis. Nous tous ici, nous allons partir aussi de cette terre, notre corps. Et des fois, on vit comme si on est éternel sur cette terre. Oui, il y a une éternité. Mais sur cette terre, on a une responsabilité dans ce temps fini. Et on ne doit pas forcément... Et on le voit aussi avec la santé. La santé aussi, on a des... Voilà, on est touché dans notre santé. Il y a une finitude qu'on doit vivre avec. Mais les larmes donnent aussi de la joie. Les larmes nous ouvrent à une certaine joie. Et là, je donne la parole au pape François. Marchons en chantant que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. Voilà. Merci Max. J'ouvre la possibilité si certains d'entre vous ont des questions. Oui. D'accord. Alors peut-être vous pouvez les poser à la sortie sur la table à l'extérieur, si vous souhaitez. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions autrement? Oui. Roger, tu peux venir à mon secours? J'avais vu des chiffres avec de l'eau, c'était assez... Oui. 13 000 litres kilos d'eau par kilo de viande. Mais c'est vrai qu'il faut penser, les animaux doivent vivre sur un grand espace, et il faut encore un espace bien plus grand pour nourrir ces animaux. Sur ce point, j'avais lu un petit peu végétarien pour les nuls, et puis ça disait un chiffre que si on ne mange pas de viande par rapport à une consommation régulière, il y a besoin de 6 fois moins de terrain pour nous nourrir. Et c'est vrai que c'est une chose qui m'a le plus marqué, qui m'a poussé à devenir flexitarien plutôt, d'en manger beaucoup moins pour faire un peu. Mais, donc je ne sais pas, c'est dans un livre qui présente de manière positive en tout cas le végétarien, mais c'était ce chiffre-là, 6 fois moins de terrain pour nous nourrir. Proposé pour les agriculteurs de montagne qui n'ont pas autre chose que la production animale. Ah, alors moi je ne suis pas spécialiste, mais là j'ai quand même mon feeling. Certaines peuplades ne se nourrissent quasiment que de viande ou d'animaux. Donc je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est toujours une histoire de raisonner. Et je préfère de loin qu'on continue à manger de la viande et de la viande de bonne qualité, produite locale, mais de redonner de la valeur à ce qu'on mange. Alors on peut dire oui, on peut aller plus loin, dire on ne mange plus du tout de viande parce qu'il y a l'aspect du vivant. Mais avant d'aller là, et je ne suis pas sûr si... Voilà, c'est ouvert, c'est une question philosophique. Mais redonnons le goût à la viande,
le goût de la fête, le goût de la valeur. Du coup, ça amènera aussi plus de valeur aux paysans de montagne pour ce qu'ils font. Donc, mais je pense surtout quand je parle de viande, c'est cette viande en supermarché où on achète des quantités incroyables, puis ce n'est pas forcément de la viande de bonne qualité, ou cette frénésie du barbecue en été. Alors c'est sympa et tout, mais il reste souvent de la viande après, et puis chacun vient avec sa viande, et puis et c'est presque, il faut qu'on ait de la viande, sinon ça fait un peu cheap, ça fait pas très, on n'a pas assez. Donc c'est tout ce mécanisme-là. Par contre, garder la viande pour faire la fête. Oui. Oui, pour répondre à la question précédente, j'ai un frère qui est agriculteur et un neveu qui est permaculteur, donc en montagne à plus de 1000 mètres, enfin 1000 mètres d'altitude. Et donc le fait de faire de la permaculture débute donc avec une température qui est rehaussée de manière un peu artificielle, j'ai envie de dire. Il a des productions sous serre et hors serre qui sont assez extraordinaires. Ça fait un peu forêt vierge au départ, mais c'est très très intéressant. Donc il y a comme une solution même aux montagnes. Il y a le fameux Sepholzer en Autriche qui fait des oranges à 1000, je ne sais pas combien de mètres de latitude. La question c'était, j'avais lu une critique de Pierre Rabhi, j'aime bien Pierre Rabhi, mais là j'avais lu une critique où il disait, mais parce qu'il dit toujours il faut faire sa part, il parle de la légende du colibri, et puis quelqu'un disait, mais il semble que les activités individuelles de changement des consommations, etc., l'empreinte carbone que vous avez montré, ça concerne 20% de ce qu'on pourrait changer, et 80% ça doit être des politiques publiques, des accords internationaux, etc. Quelle est votre appréciation par rapport à ça? Alors c'est clair, c'est les deux. Alors, il dit, finalement, tous ces éco-gestes ou ces actions individuelles, ce que j'ai un peu présenté, ou à diminuer pour nous-mêmes au niveau individuel, ça représenterait 20%. Et puis le reste, c'est 80% qui resterait, ça devrait plutôt être des actions politiques, économiques. Effectivement. Alors, je vois deux choses. Déjà, ça fait aussi, on parle toujours de la limite critique. Plus le monde plus vont en faire, plus d'autres vont en faire aussi. Il y en a des qui observent simplement en société. D'autres qui vont dire, je ne suis pas contre réduire moins, mais il faut que les autres le fassent avant. Donc, une fois quand il y en aura assez qui auront réduit, voilà, ça peut basculer. Moi, je vois aussi beaucoup un aspect de résilience. Il y a beaucoup de choses qui vont s'écrouler, il y a beaucoup de choses, des moments difficiles qui vont arriver, mais pas partout en même temps. Donc, il y aura des mouvements de population, les gens vont essayer d'aller là où c'est bien et tout. Enfin, beaucoup de pagaille. Mais du coup, s'il y a beaucoup d'initiatives locales qui se créent, des communautés, coopératives, d'habitation, agricoles et autres, plein de choses. On a tous des dons différents. Et en vivant ensemble, en mettant ça en réseau, quand il y a ces crises qui arrivent, ça permet d'offrir quelque chose et les gens verront, ah, voilà, oui, ça a du sens. Et donc, ça permet finalement plus dur. C'est un peu l'image de la pousse finalement que tu as donnée de Roger. Tu me poses la question, mais tu avais ta réponse aussi avec les jeunes pousses qui sont là, qui émergent. Les grands vont tomber, mais les petites viennent. J'ai lu un livre fantastique sur l'histoire de la Terre, mais c'est toute une suite. La Terre, c'est un microcosme incroyable où chaque chose prend le soin l'un de l'autre. Et un équilibre incroyable. Et je pense aussi que... Oui, c'est ça, c'était pour répondre à... Là, je m'embarque sur autre chose. Mais c'était pour répondre à la... Oui. Et puis, j'ai quand même voulu aborder l'aspect... en fait, j'ai abordé un petit peu l'aspect économique sans être spécialiste, mais juste mentionner. Il y a beaucoup de choses quand même qui cogitent au niveau politique et économique. Et il y a beaucoup qui s'observent et il faut parfois quelques coups durs, des crises pour que des solutions se mettent en place. Oui, c'est un peu voilà, c'est entre les larmes et la joie. C'est une ligne de crête. Il ne faut pas le découragement, mais avec cet équilibre, trouver et voir la lumière entre l'un et l'autre.